La pluie froide de novembre frappait les fenêtres de la salle à manger. Remuer le riz dans mon assiette était plus intéressant que d'écouter ma belle-mère. Rosa continuait à parler de son club de bridge. Et Conception triche. Je sais, dit-elle d'une voix aiguë. Diego, mon mari, toucha mon genou sous la table. Son sourire disait, sois patiente. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Je suis une experte pour supporter ces dîners. Mon beau-père, Antonio, regardait ses cheveux clairsemés, parfaitement peignés. Neyara, tu ne nous as pas parlé de ta promotion. Il était avocat, toujours à la recherche de détails. Ce n'est qu'un poste de directrice adjointe. Rien de spécial. Diego passa un bras autour de mes épaules. Rien de spécial. Ma femme est la plus jeune directrice adjointe de l'entreprise, et nous avons aussi quelque chose à annoncer. La voix de Rosa fendit l'air. Ses mains étaient sur la nappe. Ses doigts étaient entrelacés. Son visage était rouge. Il y avait une lumière étrange dans ses yeux. Antonio s'éclaircit la gorge. Eh bien, le fait est que, Diego serra ma main. Trop fort. Je le regardais. Il évita mon regard. Rosa est enceinte, dit Antonio. La salle à manger devint silencieuse. Je clignai des yeux. Excusez-moi, je suis enceinte, chérie, dit Rosa. Sa voix tremblait, mais elle semblait triomphante. 14 semaines. C'est un garçon. Mon cerveau traita les mots lentement. Rosa, 45 ans. Rosa, qui l'année dernière avait organisé une fête pour célébrer la fin définitive de la ménopause. Rosa, ma belle-mère. Félicitations, dis-je. Cela sonnait comme une question. Diego parla enfin. Maman a toujours voulu un 3e enfant. Avant, elle ne pouvait pas à cause de sa santé. Maintenant, la médecine aide. Elle a suivi un traitement. Tu le savais, dis-je. Ce n'était pas une question. Neyara, écoute. Depuis quand? Rosa intervint. Oh, nous l'avons appris il y a 3 mois, mais nous voulions attendre que tout soit certain. À mon âge, c'est risqué, tu sais. 3 mois. 3 mois. Pendant que je travaillais tard, pendant que Diego aidait ses parents avec leurs impôts, pendant qu'il faisait une randonnée en montagne, et que j'étais seul avec la grippe. Tu es enceinte, répétai-je. Ma voix était étrangement calme. Et j'étais la dernière à la prendre dans cette famille. Chérie, nous ne voulions pas t'inquiéter. Antonio utilisa son ton de tribunal. Nous pensions qu'après tes fausses couches, tu serais anxieuse. Quoi, j'étais jalouse ou quoi? Allais-je devenir folle? Neyara, s'il te plaît. Diego baissa la voix. S'il te plaît quoi? Je me levai. La serviette tomba par terre. Ta mère de 45 ans est enceinte, et vous me l'avez cachée pendant 3 mois. C'est normal, Diego. C'est raisonnable. Rosa se mit à pleurer. Des pleurs théâtraux. Je le savais. Je savais qu'elle réagirait comme ça. Elle n'a jamais vraiment voulu faire partie de cette famille. Maman, arrête. Diego se leva. Il essaya de toucher mon bras. Je le repoussai. En partie vrai. Je ris. Un son dur. En partie vrai, c'est être dans l'ignorance. Être l'étrangère ou être un meuble sans sentiment. Antonio tapa doucement sur la table. Neyara, calme-toi. C'est une joie. Nous voulons que tu partages notre bonheur. Bonheur. Je répétais le mot amer dans ma gorge. Et qu'attendez-vous de moi? Que j'organise la garde? Que je tricote des chaussettes? Ou que je m'occupe de Diego, que je prenne soin du bébé? Le silence fut la réponse. Rosa, entre 2 sanglots. J'aurai besoin d'aide. Le médecin dit que je dois me reposer, mais quand il naîtra, Diego dit qu'il est bon pour s'en occuper. Non. Le mot résonna clairement dans la salle à manger. Que as-tu dit? Diego me fixa. J'ai dit non. J'attrapai mon sac. Je ne m'occuperai pas de cet enfant. Je ne participerai pas à cette absurdité. Absurdité. La voix d'Antonio devint froide.
C'est une vie, Neyara. Une nouvelle vie. C'est égoïste. J'explosa enfin. Tu as 45 ans, Rosa. Tu as 2 enfants adultes. Tu seras la plus vieille grand-mère à la crèche. Et cet enfant, ma voix se brisa. Que aura-t-il? Des parents qui auront 70 ans quand il en aura 20. Oh, sors d'ici. La voix de Diego était glaciale. Il ne m'avait jamais parlé comme ça. Quoi? Sors de la maison de mes parents. Si tu ne peux pas soutenir ma famille, va-t'en. Je regardais cet homme, que je connaissais depuis 7 ans, avec qui j'étais marié depuis 5, sa mâchoire tendue, ses yeux inconnus. Très bien. Je me retournai. Le bruit des talons claquant sur le sol en marbre. Compte à rebours. Neyara, attends. Rosa cria derrière moi. Nous n'avons pas encore parlé de la pension alimentaire. Je fermai la porte, la coupant. Dehors, la pluie était plus forte. Je m'assis dans la voiture. Mes mains tremblaient. Je ne pouvais pas mettre la clé dans le contact. Dans le reflet du pare-brise, mon image était brisée. Mon téléphone vibra. Un message de Diego. Nous devons parler. Rentre à la maison. Je tapai une réponse. Quelle maison? La tienne ou celle de tes parents? Il n'y eut pas de réponse. Je démarrai le moteur. Je conduisis dans la nuit pluvieuse de Madrid. Quelque chose en moi s'était brisé pour toujours. Le lendemain, Diego ne rentra pas à la maison. Le 3e jour, ses vêtements avaient disparu de l'armoire. Le 4e, je reçus un message de Rosa, une image d'échographie, une forme floue, il disait ton nouveau petit frère, cœur rouge. Je supprimai la photo, mais ces pixels restèrent avec moi. Cette nuit-là, j'ouvris un dossier caché sur mon ordinateur. Mes propres images d'échographie. 3 de 13 semaines. 1 de 9 semaines. 16. Chaque fois, Diego serrait ma main. La prochaine fois ça ira, disait-il. Maintenant son énergie et ses ressources iraient à une autre vie, une vie que sa mère portait. Le 7e jour, la sonnette retentit. Je pensais que ce serait Diego avec des fleurs, avec une excuse maladroite. C'était un coursier. Il me tendit une enveloppe épaisse. Neyara Martinez. Signé ici. Je reconnus l'entête, le cabinet d'avocat où travaillait Antonio. Sur le canapé du salon, j'ouvris l'enveloppe. Papier officiel. Termes juridiques. Le message central était clair comme un couteau. En votre qualité d'épouse légale de Diego Martinez et en considération de vos devoirs moraux et familiaux envers la famille Martinez, nous demandons, au nom de nos clients Rosa Martinez Lopez et Antonio Martinez Garcia, le paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 20 000 € par mois à compter de la naissance de l'enfant jusqu'à sa majorité. 20 000 € chaque mois. Je ris. Le rire sonna creux dans l'appartement vide. Puis il se transforma en gémissement. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Je répondis. Neyara, vous avez reçu la lettre. C'était Antonio, calme. Professionnel, froid. Nous avons besoin de votre réponse dans une semaine. Bien sûr, si vous voulez en discuter en personne. Non, comment pourrais-je dire non? J'essuyai mes larmes. Ma voix était ferme. Je ne paierai pas un seul euro et je ne m'occuperai pas de cet enfant. Si vous insistez, nous nous verrons au tribunal. Un bref silence. Puis, Antonio, êtes-vous sûr? Légalement, en tant que membre de la famille. Je ne suis pas votre mère porteuse ni votre distributeur automatique. Je l'interrompis. Nous nous verrons au tribunal, Antonio. Je raccrochai. Je sortis sur le balcon. Le ciel de Madrid était clair. Les étoiles brillaient froidement. Je me souvins de la nuit de la demande en mariage. À Tolède, sur les remparts de la ville, Diego m'avait dit, toi et moi contre le monde. Maintenant c'était moi contre lui, contre tous. Mais il y a des lignes qui, même au nom de l'amour, ne doivent pas être franchies, et je défendrai les miennes. Quel qu'en soit le prix. Une semaine après l'enveloppe, Diego appela. Il n'apparut pas en personne, seulement sa voix froide à travers l'écouteur.
Nous devons parler, Neyara. Sérieusement, je n'ai rien à discuter avec des avocats impliqués, répondis-je, appuyé contre le comptoir vide de la cuisine. Ce n'est pas une affaire d'avocat, c'est une affaire de famille. Mes parents, tes parents. Je le coupais. Ou notre problème. Parce que la dernière chose dont je me souviens, c'est que tu m'as mise dehors de chez eux. Un silence, puis un soupir. C'était tendu. Nous étions tous nerveux. Maman a besoin de calme. Le médecin. Et je demandais, et ma voix sonna plus petite que je ne le voulais. Personne n'a pensé à ce dont j'avais besoin. À ce que cela signifie pour moi, pour nous. Bien sûr que j'y ai pensé, dit-il rapidement. Mais c'est ma famille. C'est un bébé, Neyara, pas un monstre, un bébé. Il le dit avec cette révérence qu'il réservait autrefois à nos tentatives, à nos rêves brisés en 3 échographies silencieuses. Et qu'attends-tu exactement de moi, Diego ? Dis-je, retenant mes émotions. Bienvenue. Du bonheur ou juste mon argent et mon temps ? Je veux que tu sois raisonnable. Maman a 45 ans. La grossesse est à haut risque. Elle a besoin de soutien, et ensuite avec le bébé. Ce n'est pas mon enfant, ni ma responsabilité. Tu es ma femme. Il explosa. Sa patience s'épuisa. Tu fais partie de cette famille. Cela implique des obligations. En Espagne, la famille s'entraide. Tu es espagnol, tu devrais comprendre ça. C'était là le cœur du problème. La famille espagnole. Le lien sacré du sang et du devoir. Un code non écrit qui annulait toute douleur personnelle. Je ne peux pas, Diego. Je ne peux pas la voir enceinte. Je ne peux pas faire comme si c'était normal. Ça fait mal. Tu comprends ? Ça fait mal ici. Je pressais ma poitrine, inutilement, parce qu'il ne pouvait pas le voir. Et ma douleur. Sa voix baissa durement. J'ai perdu 3 enfants aussi, Neyara. Je voulais être père aussi, mais la vie continue. Maintenant ma mère est une bénédiction inattendue. Tu ne peux pas le voir comme ça. La déconnexion était absolue. Il assimilait son désir de paternité à la grossesse de sa propre mère. Mon estomac se retourna. Tu sais ce qui est le plus cruel, dis-je, presque en murmurant. Que pendant toutes ces années, quand je pleurais pour les bébés qui ne venaient pas, tu me disais. Ne t'inquiète pas, nous avons le temps. Mais il ne t'est jamais venu à l'esprit de suggérer que ta mère en est un pour nous, jusqu'à ce que ça lui vienne à l'esprit. Pour elle, le silence à l'autre bout était épais, lourd. Ce n'est pas comme ça, murmura-t-elle. Non, alors dis-moi comment c'est. Dis-moi pourquoi ce bébé est acceptable et les nôtres ne l'étaient pas. Dis-moi pourquoi toute la famille a remué ciel et terre, argent, médecin, secret pour celui-ci. Mais pour nous, il n'y avait que ça arrivera. Dis-moi, Diego, j'ai tout le temps du monde. Il n'y eut pas de réponse, seulement sa respiration lourde à l'autre bout. Je vais vivre avec eux, dit-elle enfin abruptement. Maman a besoin d'aide. Papa ne peut pas le faire seul, et la situation ici n'est pas bonne. Voici notre maison, notre nid vide, et notre situation. Je demandais, mais c'était déjà rhétorique. Elle le savait. Je ne peux pas en parler maintenant. Pense à la proposition, Neyara. Les 20 000 € ne sont qu'un chiffre. Nous pouvons négocier, mais j'ai besoin que tu nous rejoignes, que tu sois à mes côtés. Comment as-tu promis ? La déconnexion sonna comme un coup de feu sec. Cela me laissa tremblante. Pas de tristesse, mais de rage, une rage pure, blanche qui brûlait à l'intérieur. Comment as-tu pu promettre ? Il utilisait nos vœux comme une arme, comme une chaîne. Le lendemain, j'allais voir mes parents. Ils vivaient à Carabanchel, dans le même appartement où j'avais grandi. L'odeur de nourriture frite et de propreté fut un baume. Jusqu'à ce que je leur dise. Ma mère, scandalisée, laissa tomber sa cuillère en bois dans la marmite de ragoût. Ta belle-mère est enceinte, pour l'amour du ciel, elle se signa, mais elle n'était pas aussi vieille qu'elle l'est maintenant. Je dis, m'enfonçant dans une chaise de cuisine. Mon père, Julio, leva les yeux de son journal, ses lunettes perchées sur le bout de son nez. Et que dit Diego ? Que je devrais rejoindre la famille, que je devrais payer 20 000 € par mois.
Le scandale fut instantané. 20 000, cria ma mère. Mais c'est une fortune. Ces Martinez sont fous. Ils pensent que nous sommes de la royauté? C'est du chantage, dit mon père de sa voix mesurée de fonctionnaire retraité. Pur chantage émotionnel illégal. S'ils l'ont mis par écrit, très maladroit. Un juge rira à leur visage. Mais il est parti. Papa, il est parti vivre avec eux. Le visage de mon père s'assombrit. Ma mère m'étreignit. Oh, mon enfant, ma pauvre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ne pas payer, ne pas céder, aller au tribunal si nécessaire. Mon père hocha lentement la tête. Eh bien, mais tu auras besoin d'un avocat. Un bon. Antonio est malin. Il connaît beaucoup de monde. Il fera en sorte que tu aies l'air de la méchante, de la normale, celle qui a abandonné la famille. Je n'ai pas d'argent pour un cabinet cher. Et non, je ne veux pas que vous dépensiez vos économies. Absurde, dit ma mère, mais la peur était évidente dans ses yeux. Leurs économies étaient leur sécurité, le peu qu'ils avaient après une vie de travail. D'abord il y a une tentative de réconciliation, dit mon père. Obligatoire. B. Écoute, ne dis rien et ensuite nous chercherons de l'aide. Il y a de jeunes avocats qui sont motivés ou qui sont des avocats stagiaires. Je quittai leur maison avec l'estomac noué. Ces mots, pleins d'amour, me firent me sentir encore plus seul. Ils ne comprenaient pas l'ampleur du monstre auquel je faisais face. Ce n'était pas seulement Diego, c'était tout son clan, son argent, son influence, son histoire parfaite d'une famille unie. Gabriela apparut comme un miracle ou comme une espionne. Je ne sais pas encore. Je la trouvai dans un café près du tribunal de Plaza de Castilla. J'étais allé chercher des papiers du divorce précédent d'une amie. Elle était au bar en train de boire un café noir, habillée d'une veste de tailleur impeccable qui criait le succès. Elle me regarda, cligna des yeux, et un lent sourire se répandit sur son visage. Neyara Maldonado, pas de l'Institut catholique Isabla. Je la reconnus instantanément. Gabriela Ortega, la plus intelligente de notre classe, celle qui gagnait toujours les débats. Maintenant plus mince, avec des lunettes de designer, mais avec le même regard pénétrant. Gabriela, mon Dieu, des siècles. Mais je t'ai reconnu. Tu te tiens droite, comme en classe, comme si tu attendais l'examen. Nous rîmes. Un son étrange au milieu de mon chaos. Nous prîmes une table. Qu'est-ce qui t'amène ici? Demanda-t-elle, m'observant attentivement. Tu as l'air d'être au tribunal ou face à un procès? Je lui racontai brièvement, sans embellissement. Ma belle-mère de 45 ans est enceinte. Mon mari me demande de payer 20 000 € par mois. Je divorce. Gabriela ne cligna pas, ne fit aucun geste de surprise, elle hocha simplement la tête et prit une autre gorgée de café. Un cas d'école fascinant de manipulation familiale et de cupidité avec une touche de trouble narcissique maternel. Et la demande est déjà là. Je l'ai reçue du cabinet de mon beau-père, rien que ça. Je connais Antonio Martinez. Un faucon ancien mais rusé. Il croit que le Code civil est la Bible. Il fit une pause, mais il se trompe fondamentalement. Tu n'as aucune obligation légale envers ce bébé. Non. Un éclat fugace, dangereux d'espoir. Non. L'obligation de fournir une pension, selon l'article 142 du Code civil, est des parents aux enfants et dans certains cas entre conjoints et ascendants aux descendants. Tu n'es pas la mère, la grand-mère ou la sœur de cet enfant. Tu es la belle-fille. Il n'y a aucun lien juridique. C'est absurde. Le soulagement fut si intense que je me sentis étourdi. Alors, puis-je l'ignorer? Pas si vite. Gabriela leva un doigt. Antonio n'est pas stupide. Le procès aura été déposé non pas comme pension alimentaire, mais comme responsabilité civile pour dommages ou comme contribution familiale obligatoire pour l'altération du patrimoine familial causée par ton attitude. Ce sont des mensonges, mais ils peuvent compliquer les choses. Et surtout, le juge du tribunal de la famille ne regarde pas seulement la loi, il regarde l'intérêt supérieur de la famille. Et ton attitude, bien que légalement correcte, peut être décrite comme froide, égoïste et peu espagnole, pour le dire crûment. C'était encore ça. Espagnol, familial. Que faire alors?
Gabriela se cala dans sa chaise, prête à se battre, mais intelligemment, pas avec colère. Ils veulent ta colère, ils veulent que tu aies l'air de l'hystérique, de la déséquilibrée. Tu dois être la saine d'esprit, la raisonnable, celle qui veut seulement la justice. Et surtout, son regard devint plus aigu. Tu as besoin d'informations. Quelque chose sans mauvais dans tout ça. Une grossesse à 45 ans, soudain avec toute la famille impliquée et ton mari soudain si soumis. Enquête. Enquêter sur quoi? Je ne sais pas, mais quand quelque chose ne colle pas, c'est parce qu'il manque une pièce. Cherche-la. Et quand tu l'auras, elle sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Alors, tu m'appelleras? Je t'aiderai. Je m'ennuie des divorces de riches. C'est juteux. Elle me donna sa carte. Gabriela Ortega, avocate en droit de la famille et des successions, spécialiste des cas complexes. Pourquoi? Demandai-je, tenant le carton. Je n'ai pas l'argent pour te payer parce que je déteste les Antonio Martinez de ce monde. Dit-elle en se levant. Et parce qu'au lycée tu étais la seule qui n'a pas ri quand je suis tombée dans la cour avec tous les livres. Maintenant tu paies le café. Je t'enverrai la facture. Elle partit, laissant une traînée de parfum cher et un sentiment d'achèvement. Je regardai sa carte, puis mon téléphone. Il y avait un nouveau message d'un numéro inconnu. Un message de Rosa. Neyara, chérie, je sais que tu souffres. Diego aussi. Ce soir nous dînons tous ensemble pour régler les choses dans le calme. Nous t'attendrons. Viens seul s'il te plaît. C'est notre dernière chance de réparer ça en famille. 9 heures. Je t'envoie un gros câlin, Rosa. Un gros câlin. La dernière chance, le dîner. Comme si ça pouvait se résoudre avec de la soupe et des baisers. Je savais, avec une certitude glaciale, que c'était un piège, une mise en scène pour me soumettre afin que je sois entouré d'eux. Et je savais aussi que je devais y aller. Pas en fille prodigue, mais en espionne que Gabriela avait suggéré. Pour trouver cette pièce manquante. Je regardais l'heure. 7 heures. J'avais 2 heures pour me préparer. Je ne porterai pas d'armes, juste mes yeux grands ouverts et mon cœur blindé. La querelle familiale était terminée. La guerre venait de commencer. La maison de mon beau-père sentait autrefois la propreté et le faux. Une odeur d'air et de roses artificielles qui collait à la gorge. C'était la même vieille maison, mais tout semblait mis en scène. Le vase de lilas frais à l'entrée, la lumière tamisée, même la musique douce en fond, un boléro que Rosa savait que je détestais. Antonio m'ouvrit la porte. Costume sombre, cravate, comme s'il allait à une réunion du conseil, pas à un dîner familial. Neyara, je suis content que tu sois venu, dit-il sans sourire. Sa poignée de main fut rapide et professionnelle. Je n'allais pas manquer cette dernière chance, n'est-ce pas? Dis-je, passant devant lui. La salle à manger était impeccable. Bougies, belle porcelaine, couvert en argent. Rosa était assise en bout de table portant une robe ample qui ne cachait pas tout à fait le petit ventre. Elle portait plus de maquillage que d'habitude, mais elle ne pouvait pas cacher la fatigue sous ses yeux. Diego était debout près de la fenêtre, dos à la caméra. En m'entendant entrer, il se retourna. Il avait l'air plus vieux, avec des cernes. Il me regarda et pendant une seconde je vis quelque chose comme de la pitié ou du remords. Puis s'adurcit. Bonjour, dit-il sèchement. Bonjour, Diego. Assieds-toi, chérie. Dit Rosa d'une voix mielleuse qui me donna la chair de poule. Nous avons fait ton plat préféré. Riz au homard. Ce n'était pas mon plat préféré, c'était celui de Diego. Une erreur calculée, ou peut-être pas. Je m'assis devant un espace vide. 4 personnes, 5 places. La 5e à ma droite avec une nouvelle chaise haute pour bébé en bois poli, appuyée contre la table. Un symbole grotesque. Un silence gênant suivi, brisé seulement par le tintement de la cuillère rose en servant la soupe. C'était de la soupe à l'ail. Ça sentait fort. Eh bien, Antonio commença en prenant son verre d'eau. Je suis content que nous soyons tous ici en famille pour parler calmement. Je pense que nous avons eu beaucoup de malentendus. Il n'y a pas de malentendu, Antonio. Dis-je, sans toucher mon verre. Il y a des faits.
Vous m'avez envoyé un procès. Je l'ai rejeté. C'est assez clair. Rosa soupira dramatiquement. Oh, Neyara, ce mot procès. Ça sonne si laid. C'était juste une proposition, une base de négociation, pour assurer l'avenir du petit. Je ne connais pas ce petit et je ne veux pas le connaître. Diego frappa sa cuillère contre l'assiette avec un claquement sec. Assez. Tu vois, maman, tu vois comment elle est. Elle ne l'appelle même pas par son nom. Il a un nom? Demandai-je froidement. Rosa posa une main sur son ventre. Pas encore. Nous voulons que ce soit une surprise. Mais je lui parle, je lui dis des choses. Je lui dis qu'il a une très jolie belle-sœur, mais qu'elle est un peu en colère contre nous. La nausée monta dans ma gorge. Je m'accrochai au bord de la table. Je ne suis pas sa sœur, je suis la femme de son fils. Et si les choses continuent comme ça, je serai bientôt son ex-femme. Alors s'il vous plaît, épargnons le théâtre. Pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Antonio échangea un regard avec Diego. Un message silencieux. Diego hocha presque imperceptiblement la tête. Nous voulons faire la paix, Neyara, dit Antonio, posant ses mains sur la table, comme un politicien faisant une promesse. Nous retirerons la demande de pension. Complètement. C'était une erreur. Une tentative de pression. Je l'admets. C'était mon idée. Rosa n'avait rien à voir avec ça. Mensonge. Rosa avait tout à voir avec ça. Je vis son sourire, petit et satisfait, comme s'il venait de jouer la carte maîtresse. En échange, Antonio continua, nous ne demandons que deux choses. Une, que tu apportes un soutien émotionnel à Rosa pendant sa grossesse. Visite, l'accompagner à une échographie, être présente. Tu es la seule jeune femme de la famille. Elle a besoin de toi. Je ris. Je ne pus m'en empêcher. Un rire court, amer, impossible. Suite. Et deux, intervint Diego, sa voix tendue, que tu abandonnes le divorce, que tu le reportes d'au moins 1 an. Essayons de reconstruire, allons en thérapie, tout ce qu'il faut. Je les regardai un par un. Antonio, le stratège, Rosa, la victime enceinte. Diego, le fils piégé et la chaise haute vide pour bébé, le fantôme qui régnait déjà sur la table. Il m'offre, dis-je lentement, clairement, d'abandonner ma dignité, ma santé mentale et ma liberté, en échange de ne pas me voler 20 000 € par mois. C'est ça. C'est pour la famille. Rosa explosa. Les larmes apparurent soudain, parfaitement chronométrées. Pour le bébé. Tu ne comprends pas que ça nous unit? C'est une bénédiction. Il peut tout réparer. Il peut te donner la famille que tu as toujours voulu, mais d'une manière différente. Le silence qui suivit fut absolu. Même le boléro sembla s'estomper. La phrase flotta empoisonnée dans l'air, révélant la vérité cachée sous tant de faux-semblants. La famille que tu as toujours voulu, mais d'une manière différente. Je regardai Diego. Il fixait son assiette, sa mâchoire serrée. Il ne me regardait pas. Il ne niait pas les paroles de sa mère. Tout s'emboîta alors avec un horrible clic définitif. Ce n'était pas seulement le caprice d'une femme qui se sentait vieille. Ce n'était pas seulement la soumission d'un homme à sa mère. C'était quelque chose de plus profond, de plus tordu. Dans leur vision déformée, ils voyaient ce bébé comme un substitut. Le bébé que Diego et moi n'avions pas pu avoir. Un bébé Martinez de race pure que Rosa porterait et qu'ils élèveraient. Et moi, je devais être la tante aimante, la soignante secondaire, celle qui fournissait argent et affection à un enfant qui était, dans leur esprit, la solution à notre infertilité. L'horreur gela mon sang. Je me levai. La chaise grinça contre le sol en marbre. Sinon, dis-je, et ma voix sonna comme celle de quelqu'un d'autre, froide et tranchante comme du verre. Dites-le clairement. Pour une fois dans votre vie, soyez clair. Qu'est-ce que ce bébé? Un cadeau, une consolation. Mon remplaçant. Neyara, s'il te plaît ne commence pas avec ton drame, murmura Antonio, mais sa confiance s'effritait. Où est-ce le bébé de Diego? Lâchez-je. La question atterrit sur la table comme une bombe. La réaction fut instantanée.
Rosa laissa échapper un cri étouffé. Antonio se leva furieusement. Diego leva enfin les yeux, et son visage fut un masque d'horreur et de culpabilité. « Comment oses-tu » rugit Antonio. « C'est ma femme. Mon fils. Tu es malade, Neyara. C'est ça. C'est une perversion. C'est. » Je ne quittais pas Diego des yeux parce qu'elle parle de la famille que je voulais et tu ne me regardes pas. Tu ne m'as pas regardé depuis que je suis entré. Dis-moi, Diego, dis-moi que ce n'est pas ce que ça semble être. Dis-moi que tu ne penses pas, dans un coin de ta tête, que ta mère te donne le fils que je n'ai pas pu avoir. Diego ouvrit la bouche. Rien n'en sortit, juste un son rauque étouffé. Ses yeux, remplis d'une panique terrible, me donnèrent la réponse. Ce fut Rosa qui brisa le sort. Elle se leva, instable, s'accrochant au bord de la table. Son visage était livide, de vraies larmes de rage coulaient à travers son maquillage. « Sors » hurla-t-elle, me pointant d'un doigt tremblant. « Sors de ma maison, sorcière malfaisante. Tu empoisonnes tout. Ce bébé est une bénédiction de Dieu, et tu veux en faire quelque chose de sale. Sors. » Je n'eus pas besoin qu'elle le répète. J'étais déjà en train de partir. En passant devant Diego, je m'arrêtai une seconde. Je connais déjà ma réponse, dis-je, juste pour lui. Jamais plus. Je sortis dans la nuit froide. Je respirais lourdement, comme si ma poitrine était serrée. Les lampadaires se brouillèrent devant mes yeux, remplis de larmes de fureur et d'une douleur si profonde que je me pliai en deux, les mains sur les genoux. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une profanation. Ils avaient pris ma douleur la plus intime, ma perte, et l'avaient transformée en ce schéma familial monstrueux. Et Diego l'avait permis, ou pire. Je marchais sans but, le boléro jouant encore dans ma tête. J'avais désespérément besoin de cette pièce manquante dont Gabriela avait parlé. J'avais besoin d'une preuve, quelque chose, n'importe quoi pour confirmer l'horrible soupçon qui nichait maintenant dans mon esprit. Je me souvins de quelque chose. Des mois plus tôt, avant que tout commence, Diego était allé faire un bilan médical général. Je l'avais encouragé parce qu'il était très stressé par le travail. Il avait dit qu'il était allé dans une clinique privée de la rue Serrano, une clinique très chère de fertilité et de gynécologie, entre autres. C'était une chose bête à faire, mais puisqu'il y était, dit-il, minimisant, un bilan ou autre ferait l'affaire. J'arrivai à la maison dans mon appartement vide et silencieux. Dans l'ancienne chambre que nous avions réservée pour le bébé, maintenant une remise, je trouvai la boîte de ses affaires, vieux papiers, reçus, documents. Je fouillai avec des mains tremblantes jusqu'à ce que je trouve le dossier médical. À l'intérieur, parmi les tests de cholestérol, il y avait un papier, un rapport de la clinique de reproduction assistée Barcia Mendoza, un test sanguin de routine, mais dans le coin supérieur, écrit à la main au stylo bleu, une note, cryopréservation. Échantillon valide pour 10 ans. Code DM 7743. Date du 12 mars 2025. 12 mars 2025. Plus d'un an plus tôt, au milieu de notre dernière tentative l'échec de FIV, quand j'étais pleine d'hormones et d'espoir, et qu'il congelait son sperme. Pourquoi? La question hurlait dans ma tête. Par précaution, au cas où le traitement m'affecterait, c'est ce qu'il m'aurait dit. Mais il ne l'avait pas fait. Il l'avait caché. Je regardais la date de la première échographie de Rosa, celle qu'elle m'avait envoyée il y a 10 semaines, il y a un mois. Je comptais en arrière. La conception aurait eu lieu il y a environ 3 mois, en mai. Mais. Le mois où Diego était parti en voyage d'affaires à Barcelone. 3 jours. C'est incroyablement ennuyeux, mais important, m'avait-il dit. J'étais dévasté, encore secoué par la dernière perte. Je n'avais même pas demandé de détails. J'ouvris mon ordinateur portable, les mains gelées. Je cherchais la clinique. Site web élégant, discret, solution complète pour les familles. Dans la section traitement, une fécondation in vitro avec ovule de donneuse mise en avant, et plus bas, en petits caractères, la possibilité d'utiliser du matériel génétique d'un parent direct, soumis à une évaluation psychologique illégale. L'air quitta mes poumons. Matériel génétique d'un parent direct. Ce n'était pas seulement un soupçon pervers, c'était une possibilité médicale illégale. Et Diego avait son échantillon congelé,
prêt à l'emploi, depuis plus d'1 an. Je fermai mon ordinateur. L'obscurité de la pièce m'enveloppa. Je n'avais pas de preuves concluantes, juste un papier, une note, des dates qui coïncidaient d'une manière terrifiante, et l'horreur dans les yeux de Diego quand j'avais posé la question était suffisante. Suffisante pour savoir que le monstre était réel, mais pas assez pour un juge. J'avais besoin de plus. Le téléphone sonna. C'était Diego. Je rejetai l'appel. Un message texte arriva immédiatement. Neyara, ce que tu as insinué est insensé, outrageant. Maman est dévastée. Papa veut te poursuivre pour diffamation. Tu dois t'excuser demain, ou ça va devenir très laid pour toi. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je sortis la carte de Gabriela. Je la tins devant l'écran du téléphone, qui brillait encore de son message menaçant. Ce n'était pas assez pour un juge, mais peut-être, juste peut-être, c'était assez pour une avocate qui détestait les Antonio Martinez de ce monde, qui se délectait des cas juteux. J'écrivis un court message. Gabriela, c'est Neyara. J'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas une preuve, c'est un fil. Tu as du temps demain pour tirer dessus. La réponse arriva en moins d'1 minute. J'ai toujours du temps pour tirer sur des fils. Mon bureau, 10 heures. Ne prends pas de petit déjeuner. Apporte un café fort et le fil. J'éteignis mon téléphone. Dehors, Madrid brillait indifféremment. En moi, quelque chose s'était solidifié. Ce n'était plus seulement de la colère ou de la douleur, c'était de la détermination, froide, dure et absolue. Il voulait une guerre familiale, mais maintenant, pour la première fois, j'avais une petite arme faible, mais une arme quand même, et j'étais prête à l'utiliser. Le bureau de Gabriela sentait le café cher et l'ambition. Il était dans le quartier de Salamanca, mais pas dans un de ces grands appartements avec vue panoramique, mais dans un penthouse rénové avec des murs de briques apparentes et des meubles design minimaliste plus galerie d'art que cabinet d'avocat. Elle, derrière un bureau en acier et en verre semblait faire partie de l'étalage impeccable, précis, dangereux. « Je suis désolé pour le dîner, dit-elle, sans lever les yeux de la feuille que j'avais placée devant elle, le rapport de cryopréservation sonne comme un film d'Almodovar dans sa période la plus crue. Et il en a fait aussi. C'est pire qu'un film, marmonnai-je, prenant une gorgée du café qu'elle m'avait offert. Il était fort, comme elle l'avait demandé. Il brûla ma langue, mais la douleur m'aida à me concentrer. Gabriela leva enfin le regard. Ses yeux, d'un vert perçant, me scrutèrent. C'est un fil. Oui, mince, mais un fil. Code DM 7743. Date il y a plus d'1 an. Il a congelé du sperme pendant que tu étais en traitement. Pourquoi? Il a dit que c'était un bilan général. Mensonge. Lors d'un bilan général, il n'extrait pas de sperme pour le congeler à moins que tu ne le demandes spécifiquement, surtout pas dans une clinique de fertilité. C'est une préparation, une préméditation. Elle se cala dans sa chaise, qui grinça doucement. La question à $1 million est, pourquoi faire? Le nœud dans mon estomac se resserra. Tu connais déjà la réponse. Je soupçonne. Mais dans une salle d'audience, les soupçons sentent mauvais. Nous avons besoin de faits. Des preuves. Ce papier prouve seulement que ton mari a congelé son sperme. Il ne prouve pas qu'il a été utilisé ou sur qui. Elle fit une pause dramatique, bien que la coïncidence temporelle soit poétique. Dans le pire sens, que faire, Gabriela? Je ne peux pas aller à la clinique demander. La loi sur la protection des données. La loi sur la protection des données est un mur, mais tous les murs ont des fissures ou des portes dérobées. Elle sourit. Un sourire qui ne promettait rien. Eh bien, nous avons besoin de 2 choses. D'abord, l'historique médical de Rosa. Nous devons confirmer qu'elle a subi un traitement FIV avec ovule de donneuse. Et deuxièmement, nous devons savoir si le matériel utilisé provenait d'un donneur anonyme ou d'un parent direct. C'est impossible. Rien n'est impossible. C'est juste plus ou moins illégal. Ses doigts, aux ongles parfaitement peints en rouge foncé, tapotèrent légèrement sur la table. Ton beau-père, Antonio, est old school. Il garde des papiers, des factures, des reçus. C'est un avocat. Il aime tout avoir au cas où. Et ton mari, Diego, est-il ordonné,
garde-t-il des choses? Diego, non. C'est le chaos. Mais Antonio a un bureau à la maison. Il est toujours bien rangé. Parfait. L'éclat dans ses yeux s'intensifia. L'autorisation, les consentements éclairés, les reçus de paiement, tout sera là. Parce que même s'ils font confiance à leur clinique privée, un type comme Antonio garde une copie. Je sentis un frisson. Tu suggères que je cambriole leur maison et que je vole? Ne vole pas. Cherche, enquête. Tu es sa belle-fille. Tu as une clé? Je ne l'avais pas. Une clé que je n'avais pas rendue, qui était sur le porte-clés depuis des mois comme un trophée amer. Oui, mais ils le sauront. S'ils te découvrent, dis que tu es venu chercher quelque chose à toi, une veste, un livre, quelque chose de crédible, mais ils ne le sauront pas. Ils dînent à 21h précises, comme une horloge. Maintenant qu'elle est enceinte, Rosa va probablement se coucher tôt. Antonio reste au bureau jusqu'à tard. C'est ta fenêtre. C'était fou, mais toute ma vie était devenue folle. Et la deuxième chose, continua Gabriela, c'est l'argent. Un tel traitement coûte une fortune. D'où venait-il? Vérifie les comptes partagés avec Diego. Transferts inhabituels. Ton beau-père est riche, mais pas assez pour en parler, n'est-ce pas? Ils ont de l'argent, mais pas tant que ça. La maison est grande, mais hypothéquée. Antonio a un bon cabinet, mais il n'est pas une star. Eh bien, quelqu'un a payé, et ce quelqu'un a laissé une trace. Cherche-la. Je me sentais comme recruté pour une mission d'espionnage, pas pour un divorce. Et en attendant, que faire pour la médiation? Le rendez-vous est dans 10 jours. Gabriela sortit un dossier d'un tiroir. Ah oui, la médiation. J'ai vu la nouvelle proposition d'Antonio. Il ne parle plus de 20 000. Il parle de responsabilité familiale et de dommages émotionnels. Il veut que tu te soumettes, que tu prennes ta part de blâme pour la rupture familiale. C'est un mouvement plus intelligent. Si le médiateur et ensuite le juge te voient comme la partie inflexible, déséquilibrée, même si la loi est de ton côté, l'atmosphère s'empoisonne. Que faire? Tu y vas, tu écoutes, tu souris. Tu dis que tu es blessé, mais prêt à parler. Et tu ne signes rien, absolument rien. Pas même un accord pour prendre un café ensemble. Ton objectif dans cette salle n'est pas de gagner, c'est de ne pas perdre. Et d'acheter du temps. Du temps pour nous. Elle ferma le dossier. C'est la guerre, Neyara. Et dans les guerres, parfois il faut se salir les mains. Es-tu prête? Je ne l'étais pas, mais je hochai la tête. Quand? Ils seront à la maison ce soir. C'est jeudi. Ils ne sortent pas. Je ferai ma part. J'ai un contact à l'administration de la santé. Je verrai si je peux tracer l'autorisation de la clinique. C'est délicat, mais faisable. Elle se leva. Maintenant va et surveille ton téléphone. Si quelque chose va mal, appelle-moi. Ne va pas au commissariat. Viens ici. Je sortis dans la rue, étourdi. Le plan était fou, mais c'était le seul plan que j'avais. Cette nuit-là, à 21h30, je garai ma voiture à 2 pâtés de maison de chez mes beaux-parents. Le quartier était calme, plein de personnes âgées, avec des pots de fleurs sur les balcons. L'air sentait le jasmin. Une nuit parfaite pour un crime parfait ou une simple intrusion. J'avais encore la clé. Elle tourna dans la serrure avec un léger clic, trop fort pour mes oreilles. Je poussai la porte. Le couloir était sombre, mais au fond, dans le salon, on voyait la lumière bleutée de la télévision. On entendait une émission de cuisine, la voix stridente d'un chef célèbre, et une touche de poivre qui est la joie du jardin. Je pris une profonde inspiration. J'enfilai mes baskets. Je les avais changées dans la voiture sur le marbre froid. Le bureau d'Antonio était à gauche. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur tout était ordre et bois sombre, étagères pleines de codes juridiques, une lourde table en chêne, une odeur de cuir et de tabac à pipe rassis. Je n'allumai pas la lumière. J'utilisais la lampe de poche de mon téléphone, couvrant en partie les yeux avec mes doigts. Le premier tiroir du bureau, agrafe, trombone, stylo. Le deuxième, facture d'électricité, d'eau, rien.
Le troisième, avec une clé. Mon cœur s'arrêta. Puis je me souvins. Antonio gardait une clé de rechange dans le cendrier en porcelaine, un vilain souvenir de Salamanque. Je la pris. Elle était là, petite et froide. Mes mains tremblaient tellement qu'il était difficile de l'insérer. Le tiroir grinça. À l'intérieur des dossiers, beaucoup. Hypothèque, impôts, assurance. Et puis un plus épais avec une couleur de base et sans étiquette. Je l'ouvris à la première page, un en-tête du centre de reproduction assisté Barcia Mendoza et en dessous un titre, consentement éclairé pour l'utilisation de matériel génétique d'un membre de la famille pour la fécondation in vitro. L'air s'échappa de mes poumons. Je tournai la page rapidement, la lumière de mon téléphone dansant sur le papier. Nom du receveur, Rosa Martinez Lopez. Nom du donneur, Diego Martinez Suarez. Relation fil. Type de matériel, sperme. Date d'acquisition, 12 mars 2025. Date d'utilisation, 15 mai 2025. Signature du donneur. Une signature que je connaissais trop bien, celle de Diego. Signature du conjoint du donneur, un espace vide. Où ma signature aurait dû être. Vide. Signature du témoin Antonio Martinez Garcia, celle de mon beau-père, propre, illisible, officielle. Et plus bas, en petits caractères, il est certifié que la receveuse Rosa Martinez Lopez a été informée et accepte l'utilisation d'ovules d'une donneuse anonyme. Le matériel génétique masculin provient de son fils Diego Martinez Suarez, qui a librement et en connaissance de cause consentie. Un rapport psychologique favorable est joint. Joint, en effet, un bref rapport d'un psychologue. Aucune contre-indication psychologique pour la procédure n'a été observée. Fort désir de maternité, / maternité retardée, fort soutien familial. Le monde s'inclina. Je m'accrochai au bord de la table pour ne pas tomber. Tout était là. La preuve, la conspiration complète, froide, clinique, signée et scellée. Ce n'était pas seulement un soupçon, c'était un fait. Mon mari avait engrossé sa mère avec la bénédiction de son père pour avoir un fils, son frère. La nausée monta en moi. J'avalai de la salive qui avait le goût de bile. Je ne pouvais pas m'évanouir. Non, là avec des mains qui ne semblaient pas miennes, je sortis mon téléphone, photographiai chaque page de près, clairement, les consentements, les signatures, le rapport psychologique, même un reçu de paiement, 18 000 € payés du compte joint d'Antonio et Rosa. Mais il y avait une note manuscrite, Diego, ta moitié est due. À Martinez. Donc Diego avait aussi payé avec notre argent, avec l'argent que nous économisions pour quoi que ce soit, pour un avenir qui n'existait plus. Je rangeai le téléphone. Je remis les papiers exactement comme ils étaient. Je fermai le dossier, le remis dans le tiroir, le verrouillai, et remis la clé dans le cendrier. Mes mouvements étaient mécaniques, automatiques, comme si mon esprit s'était séparé de mon corps, me regardant d'en faire ce travail sale nécessaire. Je quittai le bureau. Dans le salon, l'émission de cuisine continuait. Le public riait. Vie normale pour certains. J'étais sur le point d'atteindre la porte quand j'entendis des pas dans l'escalier. Lourd, lent, je me figeai. C'était Antonio. Il descendait en grommelant pour lui-même. Où diable ai-je laissé mes lunettes? Il n'y avait nulle part où se cacher. Le couloir était dégagé, la porte de la salle de bain était fermée. Je n'avais qu'une option. Je me baissai rapidement et glissai la clé de la maison sous le paillasson. Puis je me relevai, juste au moment où Antonio entra dans le hall. Il alluma la lumière. Neyara. Sa voix fut d'incrédulité pure, puis de colère instantanée. Qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Je semblais calme, miraculeusement calme. Je suis venu chercher mes affaires, quelques livres. De la chambre d'amis. À cette heure, sans prévenir, son regard était comme un poignard. Il fouilla mon corps pour un sac, quelque chose volé. J'ai encore la clé, dis-je, montrant le porte-clés vide où elle pendait autrefois. Et je ne voulais déranger personne. Je pensais que vous dîniez. Rosa est allée se coucher. Je travaillais. Il ne me quitta pas des yeux. Et je n'ai pas trouvé les livres. J'aurais dû les laisser à la maison. Je suis désolé. Va-t'en.
Je fis un pas vers la porte. Sa grande main osseuse se referma sur mon bras. Attends. Je m'arrêtai. Son souffle sentait le brandy. Que veux-tu, Neyara? Sérieusement, tu es venu ici pour espionner? Tu cherches quelque chose à utiliser contre nous? Je le regardai directement dans les yeux. Je vis la peur sous la colère. La peur d'un homme qui a beaucoup à perdre. Non, Antonio, je voulais juste mes livres, mais j'ai réalisé quelque chose. Je baissai la voix en un murmure. Les livres que je cherche ne sont plus ici. Ils ont changé d'étagère, ils ont déménagé dans un endroit différent. Ils n'appartiennent plus à cette maison. Sa prise se desserra légèrement. Il ne comprit pas ma métaphore, mais il sentit la menace. Va-t'en, dit-il d'une voix rauque, et rends cette clé. Tu n'es plus la bienvenue ici. Ne t'inquiète pas, dis-je, ouvrant la porte. Je ne veux plus jamais entrer. Je sortis dans la nuit fraîche. Je marchai rapidement, sans regarder en arrière. Je ne m'arrêtai pas jusqu'à ma voiture. Une fois à l'intérieur, porte fermée, je laissai le tremblement me parcourir, un tremblement profond qui me secoua jusqu'aux os. Puis je sortis mon téléphone. Les photos étaient là, claires, incontestables. J'envoyai un message à Gabriela. J'ai le fil et toute la pelote de laine. À demain. La réponse arriva instantanément. D'accord, ne fais rien d'autre. Ne parle à personne. Dors. Demain nous commençons à tisser notre toile. Je regardai la maison au loin. Une lumière s'alluma à l'étage dans la chambre de Rosa, où elle dormait avec l'enfant de son fils grandissant dans son ventre. Je ne ressentais plus de nausée, seulement un vide immense et puis, remplissant ce vide, une détermination d'acier. Maintenant j'avais la vérité, et la vérité, aussi horrible soit-elle, me libérerait ou me détruirait dans la tentative, mais je n'allais plus me battre seul. Le lendemain matin se leva froid et gris. Je n'avais pas dormi. Les images de ces documents se répétaient dans mon esprit comme un film en boucle. Les signatures, les dates, les phrases cliniques qui cachaient une si grande perversion que mon cerveau pouvait à peine la traiter. À 8 heures précises j'étais devant l'immeuble de Gabriela. Je montais l'escalator avec des jambes tremblantes, le café de la rue brûlant mes mains. Elle était déjà dans son bureau, habillée de noir, comme un corbeau prêt au combat. Il y avait 2 tasses fumantes sur sa table. « Dis-moi » dit-elle sans préambule, tendant la main. Je lui donnai mon téléphone. Elle fit défiler les photos une par une sans cligner. Son expression était impénétrable, professionnelle. Seul un petit tic au coin de sa lèvre trahit quelque chose. Dégoût, fureur réprimée. Satisfaction. C'est mieux que je ne l'espérais, murmura-t-elle enfin, posant le téléphone sur la table. Ce n'est pas seulement un consentement, c'est l'arme fumante avec empreinte et tout, y compris celle de ton cher beau-père comme témoin. As-tu vu ça? Elle montra la note manuscrite sur le reçu, Diego, ta moitié est due. Oui, il a payé avec notre argent, avec l'argent qui aurait pu être pour je ne pus finir la phrase pour tes traitements, pour ton avenir. Je sais. Gabriela hocha la tête. Ses yeux verts brillaient d'une lumière froide. Ça change tout, Neyara. Pas seulement le divorce. C'est un crime. Je ne suis pas sur lequel, mais cette situation frôle le criminel. Consentement éclairé incomplet, possible coercition morale, utilisation de matériel génétique dans des conditions éthiquement douteuses, pour ne pas dire illégales, ça dépend du juge. Mais dans un tribunal de la famille, c'est de la dynamite. Un soulagement énorme, suivi d'une peur encore plus grande, me submergea. Que faisons-nous? D'abord nous imprimons ça, plusieurs copies. Une va dans mon coffre, une autre dans le tien, une autre dans une banque en ligne cryptée. On ne sait jamais. Elle commença à taper sur son ordinateur. Deuxièmement, la médiation a complètement changé. Tu n'es plus sur la défensive, tu vas attaquer avec élégance, mais tu vas attaquer. Dois-je leur montrer ça, demandai-je, sentant un frisson dans le dos. Mon Dieu, non, ce serait stupide. Ne révèle pas ton arme jusqu'au moment exact. Et le moment exact n'est pas la médiation, qui est confidentielle, c'est le tribunal. Si nous y arrivons même. Elle fit une pause pensive. Ton objectif maintenant en médiation est de semer le doute, de poser des questions,
des questions inconfortables. Sur les traitements, sur les dépenses, sur l'origine de ce bébé, sans les accuser directement, qu'ils deviennent nerveux, qu'ils fassent des erreurs. Je ne sais pas si je pourrai voir leur visage. Tu devras pouvoir. Sa voix devint tranchante. Ce n'est pas de la thérapie, Neyara, c'est la guerre. Et maintenant tu as le char. Utilise-le sagement. Ne sors pas en hurlant par la porte de chargement. Je pris une gorgée de café, essayant de transformer ma douleur et mon dégoût en stratégie. Et Diego, j'ai besoin de lui parler, de lui montrer ça en privé. Gabriela secoua fermement la tête. Absolument pas. Tout contact direct est maintenant dangereux. Il pourrait essayer de te manipuler, ou pire, alerter son père. Antonio est avocat. Dès qu'il saura que tu as ça, il remuera ciel et terre pour l'invalider, pour te faire passer pour une folle qui a volé des documents, peu importe. Nous devons agir dans le cadre légal. Impeccablement. Mon téléphone sonna. C'était Diego. Je le regardais, le cœur battant. Gabriela lut le nom sur l'écran. Ne réponds pas, mais enregistre le message s'il en laisse un. Tout est un test. Je laissai la messagerie s'enclencher. 1 minute plus tard un message vocal arriva. Avec Gabriela regardant, je le mis sur haut-parleur. La voix de Diego sonnait fatiguée et rauque. Il n'y avait pas de colère, seulement une lassitude profonde et quelque chose de plus, la peur. Neyara, je sais que tu étais chez mes parents hier soir. Papa est furieux. Il dit que tu es venu chercher quelque chose. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça doit s'arrêter. La médiation est lundi. S'il te plaît, parlons comme des adultes d'abord. Comme? Comment étions-nous? Il y a des choses qui ont besoin d'explications, des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent. S'il te plaît, appelle-moi. Des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent. La phrase brûla mes oreilles. Gabriela eut un sourire froid. Typique. Ambiguïté. La porte est ouverte à la justification. Ce n'est pas ce que ça semble. Bien sûr que non. C'est bien pire. Que dois-je faire? Demandai-je, me sentant petite et perdue à nouveau. Ne réponds pas tout de suite. L'incertitude est ton allié maintenant. Ils ne savent pas que tu l'as. Ils soupçonnent, mais ils ne savent pas. Ça va les rendre fous. Elle se leva et alla à la fenêtre. Maintenant dis-moi, comment vas-tu? Vraiment. La question me prit par surprise. Jusqu'alors, Gabriela avait été pure efficacité, pure tactique. Je suis épuisée et en même temps pleine de rage. J'ai l'impression de ne pas connaître l'homme que j'ai épousé. J'ai l'impression que tout était un mensonge. Ça l'était probablement, ou ça l'est devenu. Elle se tourna vers moi. Mais écoute-moi, et écoute-moi bien. Cette colère, cette douleur, est du carburant. Utilise-les, mais ne les laisse pas te consumer, parce que si tu entres dans cette salle de médiation avec les yeux gonflés et tremblantes de colère, tu as déjà perdu. Tu dois être de glace. Tu dois être la personne la plus posée, raisonnable et blessée de la salle. La victime, oui, mais une victime classe, avec des preuves. Tu me comprends? Je hochai la tête. Je comprenais. Je devais agir, jouer le rôle de ma vie, et puis il y avait la médiation. Ensuite nous déposerions une contre-demande pour un divorce contentieux, en pleine conformité avec la loi, en incluant ces documents comme preuve de, eh bien, nous appellerons ça une conduite gravement préjudiciable aux droits et devoirs matrimoniaux et une manipulation émotionnelle et économique. Grand mot que les juges adorent, et ensuite nous verrons. Ils pourraient reculer, ils pourraient essayer de parvenir à un accord, ou je pourrais aller jusqu'au bout. Elle me fixa. Es-tu prête à ce que tout Madrid, tout le pays, connaisse cette histoire? Parce que si ça va au procès, ça va fuiter. Les journalistes adorent ce genre de choses. L'idée me terrifia. Le scandale, les titres, ma famille, mes amis, mes collègues, tout le monde sachant, murmurant. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Il y a toujours un choix. Tu peux brûler ces papiers, t'excuser, et payer 20 000 € par mois pendant 18 ans. Son ton était sarcastique. C'est une option. L'image était si grotesque qu'elle me fit presque rire.
Un rire amer, désespéré. Non, il n'y a pas de choix. Qu'on le sache, que tout soit connu clairement. Gabriela hocha la tête avec satisfaction. Maintenant rentre chez toi. Dors, mange. Ne parle à personne. Lundi, habille-toi comme si tu allais à un entretien d'embauche conservateur. Rien de remarquable. Couleur neutre. Et souviens-toi, tu n'as rien à cacher. Oui. Le week-end fut un enfer de silence et d'attente. Diego appela 2 fois de plus. Je ne répondis pas. Ma mère m'appela inquiète parce qu'elle avait entendu des choses par la voisine, dont la nièce était amie avec la belle-sœur de Rosa. La rumeur circulait déjà. La belle-fille de la famille Martinez, une femme sans cœur qui abandonne la famille au moment le plus difficile de sa belle-mère enceinte. Je m'enfermai chez moi. Je n'ouvris pas les volets. Le dimanche soir, alors que je luttais pour m'endormir, ma boîte de réception email personnelle, celle que j'utilisais pour les abonnements et les choses triviales, montra un nouveau message. L'objet, comme Neyara l'a dit, est important. Je ne reconnus pas l'adresse. J'allais presque le supprimer pensant que c'était du spam, mais quelque chose m'arrêta. Je l'ouvris. Il n'y avait pas de texte, seulement un fichier PDF joint, un scan d'un rapport médical d'une autre clinique gynécologique à Barcelone. Date, mai de l'année dernière. Nom du patient, Diego Martinez Suarez. C'était un rapport de consultation de fertilité plus complet que l'autre. Il parlait d'un compte faible mais viable, mobilité acceptable, et une recommandation pour une cryopréservation préventive compte tenu de la situation du couple. Tout est normal. Jusqu'à la dernière ligne. Dans la section observation, le patient exprime le désir de préserver du matériel génétique pour une utilisation future possible dans le contexte de gestation pour autrui ou de don intrafamilial. Implication légale et émotionnelle signalée. Il est référé à une consultation psychologique. Signature du patient jointe. Et en dessous, dans la même écriture clinique, une note manuscrite. Le patient mentionne spécifiquement une utilisation possible par la mère RML. En cas d'échec des traitements du couple actuel. Le besoin d'un consentement explicite du conjoint est souligné. La pièce tourna autour de moi. Mai de l'année dernière. J'étais au milieu de notre 2e traitement FIV, pleine d'espoir. Et il planifiait déjà ça à Barcelone pendant un voyage d'affaires, parlant au médecin de donner son sperme à sa mère. En cas d'échec, thérapie de couple actuelle. Ce n'était pas un plan B, c'était un plan de secours, un remplacement. Pendant que je luttais pour créer une vie avec lui, il avait déjà un plan de secours avec sa mère. Qui m'a envoyé ça? Il n'y avait pas de signature, rien, juste le document. Gabriela, non. Elle me l'aurait dit. Quelqu'un de la clinique. Une infirmière avec des remords. Quelqu'un qui avait vu mon nom associé à celui de Diego et avait eu pitié de moi. Je ne savais pas et probablement ne saurais jamais. Mais le message était clair, je n'étais pas seul. Quelqu'un quelque part trouvait aussi ça monstrueux et me donnait des munitions. J'enregistrai le fichier et l'envoyai à Gabriela avec une note. Ça aussi c'est utile. Leur réponse immédiate, plutôt qu'utile, est la dernière goutte. Ne demande pas d'où ça vient. Remercie juste l'univers et prépare-toi. Médiation demain. Dors. Tu auras besoin de toutes tes forces. J'essayai de suivre son conseil, mais le sommeil ne vint pas. À la place vint une clarté glaciale. Tout s'emboîtait. Chaque mensonge, chaque voyage, chaque esquive. Diego n'était pas seulement un fils dominé par ses parents. Il était un complice actif. Il avait signé, il avait payé, il avait planifié. Pendant qu'il m'étreignait la nuit et me disait que nous essaierions à nouveau, il avait déjà une issue de secours. Une issue qui passait par l'utérus de sa propre mère. Le dégoût fut si physique que je me levai et vomis. Puis je lavai mon visage. Dans le miroir, mes yeux semblaient plus vieux, avec des cernes, mais aussi plus durs, comme du verre de fenêtre après une tempête. Quelque chose s'était brisé pour toujours. Pas seulement mon mariage, mais ma foi en la personne que je pensais connaître, ma foi en la décence fondamentale des gens. Tout cela gisait brisé, mais des décombres émergeait quelque chose de nouveau, quelque chose de froid, fort et déterminé. Ce n'était plus seulement Neyara, l'épouse trahie, c'était Neyara qui avait les preuves.
Et demain, pour la première fois, elle ne serait plus l'accusée. Demain elle commencerait comme procureure. Le centre de médiation familiale sentait le désinfectant et l'anxiété réprimée. Une lumière fluorescente, trop blanche, illuminait des couloirs aux murs de couleur base et des portes en bois stratifiées. Il n'y avait pas de fenêtre, c'était une boîte scellée pour garder les secrets hurlant à voix haute. À côté de moi, Gabriela marchait d'un pas ferme, son talon claquant sur la peinture à l'huile comme un métronome de précision. Je portais ma veste de tailleur sable, mes cheveux tirés en un chignon bas, et mes lèvres avaient un gloss discret. J'avais l'air de la version la plus sobre et contrôlée de moi-même. À l'intérieur, chaque battement de mon cœur était un tambour de guerre. Souviens-toi, murmura Gabriela juste avant d'atteindre la porte 3B. Tu contrôles le rythme. Ne réponds pas aux provocations. Ne regarde pas Diego. Regarde le médiateur. Et quand tu poseras tes questions, fais en sorte qu'elles semblent les doutes les plus légitimes et douloureux du monde. Pas d'accusations. Des questions. Je hochai la tête. Ma bouche était sèche. Quand j'ouvris la porte, tout le monde était déjà là. Antonio, dans son meilleur costume gris, assis très droit à côté de la table ovale, à côté de lui, vêtu d'une tenue de maternité bleu pâle ample, les mains jointes sur son ventre. Son visage était pâle, ses yeux légèrement gonflés, et Diego, en face d'eux, de l'autre côté de la table, leva les yeux quand il me vit. Ses yeux enfoncés cherchèrent les miens. Il ne trouvait rien. Je détournai le regard immédiatement, comme s'il était un étranger. À côté d'Antonio, un jeune avocat au visage juvénile et à l'expression sérieuse. La relève générationnelle, je supposais, était à la tête de la table, le médiateur. Une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux courts gris et lunettes en écaille. Elle avait un dossier ouvert devant elle. Elle ne sourit pas. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je suis la médiatrice Elvira Campos. Sa voix était neutre et professionnelle. Faites connaissance des parties. Procédons. Gabriela et moi nous assîmes en face d'eux. La table était large. Un gouffre de bois bon marché ne les séparait pas. Monsieur Martinez, dit la médiatrice, s'adressant à Antonio. En tant que partie requérante, vous pouvez exposer votre position. Antonio s'éclaircit la gorge, s'installant dans sa chaise. Il commença par un discours préparé. Il ne mentionna plus les 20 000 euros, il parla d'une crise familiale, du soutien nécessaire en un moment de grande vulnérabilité, de la santé émotionnelle de la mère enceinte, et du droit de l'enfant à naître à grandir dans un environnement familial uni et aimant. Il accusa une des parties, en utilisant des mots soigneusement choisis, d'abandon émotionnel et de refus de tout dialogue constructif, sapant la stabilité familiale. Nous ne demandons que, conclut-il, avec un ton presque convaincant de regret, que Neyara reconsidère, qu'elle participe, même minimalement, à ce miracle, qu'elle mette de côté son ressentiment et pense au bien de l'enfant et, par conséquent, qu'elle reporte toute décision drastique comme un divorce qui empoisonnerait l'atmosphère pour tout le monde, surtout pour le bébé. La médiatrice hocha la tête, prenant des notes. Puis elle se tourna vers nous. Madame Martinez, quelle est votre réponse? Gabriela fit un geste subtil de la main. C'est ton moment. Je pris une profonde inspiration. Je posai mes mains sur la table, immobile. Merci, médiatrice. D'abord, je veux clarifier que j'ai toujours valorisé la famille, ma famille, celle que j'ai formée avec Diego. Je parlais lentement, mesurant chaque mot. Ce que je ressens maintenant n'est pas du ressentiment, mais une profonde déception et douleur face à une situation qui m'a été cachée depuis le début et que je considère comme transgressant des limites fondamentales. Rosa laissa échapper un petit soupir. Antonio leva les yeux au ciel comme si ma douleur était un caprice. Quand on m'a informé de la grossesse de Rosa, continuai-je. Après des mois de secret, ma première réaction, je l'admets, fut d'incrédulité et de douleur. Mais j'ai essayé de comprendre. Ce que je ne peux pas comprendre, et ce qui m'a amené à me distancier, ce sont les circonstances qui l'entourent. Des circonstances qui, je le crains, ne sont ni éthiques ni légales et qui, bien sûr, font de moi une victime, pas une coupable. C'est faux, explosa Rosa, rompant le protocole. C'est toi qui nous fais du mal. Tu as toujours été jalouse de ma relation avec Diego. Madame Martinez, s'il vous plaît. La médiatrice leva une main ferme. Laissez votre belle-fille finir.
Je n'ai pas d'autres questions, dis-je, gardant ma voix calme. Juste quelques doutes que peut-être cette table peut m'aider à résoudre afin que je puisse, comme dit Monsieur Martinez, réfléchir. J'ai besoin de comprendre. Première question, le traitement de fertilisation qui a permis cette grossesse a-t-il été effectué avec toutes les autorisations légales pertinentes? Un consentement éclairé, libre et explicite a-t-il été obtenu de toutes les parties concernées, y compris, bien sûr, le conjoint du donneur, le cas échéant? Le silence fut si abrupt qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la lumière fluorescente. Le visage d'Antonio devint rouge. Le jeune avocat à côté de lui bougea inconfortablement. Diego baissa la tête, fixant intensément ses mains. Ces questions sont inappropriées et offensantes, dit Antonio, sa voix tendue. L'historique médical de ma femme est privé et sans rapport. C'est entièrement pertinent, intervint Gabriela, douce comme de la soie, pourtant tranchante. S'il y a une irrégularité dans la conception de cet enfant, cela affecte directement les devoirs et droits familiaux discutés ici. Ma cliente a le droit de savoir quel type de situation familiale on lui demande d'intégrer. La médiatrice nous regarda tous, évaluant la situation. Ses yeux derrière les lunettes étaient intelligents hélas. Elle avait vu beaucoup de misère, mais ceci était peut-être nouveau. Procédez à votre deuxième question, Madame Martinez, dit-elle, ignorant l'objection d'Antonio. Ma deuxième question est financière, dis-je. Ces traitements sont très chers. J'aimerais comprendre comment ils ont été financés avec des biens matrimoniaux, par exemple, parce que cela m'affecte directement aussi. C'est outrageant, cria Antonio, sautant sur ses pieds. Vous insinuez que nous avons volé. Médiatrice, c'est intolérable. Je n'insinue rien, dis-je calmement. Je demande juste, pour réfléchir j'ai besoin de transparence. Troisième question. Compte tenu des circonstances biologiques inhabituelles, le bien-être futur de l'enfant a-t-il été considéré? L'impact psychologique d'être né dans une situation aussi complexe a-t-il été évalué? Parce que ma préoccupation, croyez-le ou non, est aussi pour ce bébé. Ce fut le coup final. Rosa éclata en larmes, cette fois avec des sanglots convulsifs. Tu vois, Diego, cria-t-elle à travers ses larmes, s'accrochant au bras de son fils. Elle ne voit plus mon bébé comme un enfant, mais comme un cas complexe, une circonstance. C'est un monstre. Diego ne la réconforta pas. Il continua à regarder ses mains, mais sa respiration était saccadée comme celle d'un animal acculé. Assez, rugit Antonio, frappant sa paume sur la table. Le bruit étouffa les sanglots de Rosa. Ce n'est pas une médiation, c'est un interrogatoire injuste et malveillant. Je demande que cette séance soit ajournée. Ma famille ne se soumettra pas à cette humiliation. La médiatrice soupira profondément. Elle regarda Diego. Monsieur Martinez, avez-vous quelque chose à dire? Vous êtes peut-être ceux qui peuvent construire un pont ici. Tous les regards se tournèrent vers lui. Lentement, Diego leva la tête. Ses yeux injectés de sang se verrouillèrent sur les miens. Je vis beaucoup de choses dedans. Agonie, honte, peur et une braise persistante de la rage qui avait éclaté au dîner. Que veux-tu, Neyara? Sa voix était rauque, un simple murmure. Que veux-tu que je dise? Que? Je suis désolé, je suis désolé. Qu'était une erreur? Peut-être, mais le bébé arrive. C'est réel. Qu'importe comment ou pourquoi. Tu ne peux pas, pour une fois, arrêter d'analyser, de disséquer tout et simplement l'accepter. Ces mots, chargés de pathos désespéré, auraient pu adoucir mon ancien moi. Mais le nouveau moi ne vit que l'évasion, la justification bon marché. Non, Diego, dis-je, et ma voix sonna claire comme du cristal dans la salle silencieuse. Ce n'est pas pareil, parce qu'il transforme ta mère en mère porteuse de ton enfant, et il transforme notre mariage et nos enfants perdus en une simple répétition ratée pour ce projet familial. Cela n'est pas acceptable, cela est jugé et condamné. Le mot condamnation résonna dans l'air. Diego pâlit encore plus, si c'était possible, et parlant de comment, ajoutai-je, fixant mon regard sur lui. Une dernière question, Diego, juste pour ma propre clarté. Ce voyage à Barcelone en mai, celui avec la conférence incroyablement ennuyeuse. C'était vraiment pour le travail. C'était comme si j'avais lâché une grenade sur la table et tiré la goupille. Le visage de Diego s'effondra complètement.
Un masque de panique pure. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux étaient remplis d'une terreur animale, la terreur de celui qui voit l'abîme s'ouvrir devant lui. Antonio réagit en premier. C'est le comble. Hurla-t-il en ramassant ses papiers. Médiatrice, c'est du harcèlement. Allons-y, Rosa. Diego, nous n'avons pas à supporter ça. Rosa, confuse, regardant son fils dévasté, commença à se lever avec difficulté. Le jeune avocat l'aida. La médiatrice ne fit rien pour les arrêter, elle me regarda juste avec mon calme glacial et la famille Martinez en train de s'effondrer. Son expression était impénétrable, mais dans ses yeux il y avait une étincelle de compréhension. Elle comprit qu'elle venait d'assister à plus qu'une simple dispute familiale. Elle avait assisté à l'éruption d'une vérité toxique. Je conclus par la présente cette séance de médiation, déclara-t-elle, fermant son dossier. Compte tenu de l'impossibilité évidente de réconcilier les positions et de la complexité des problèmes sous-jacents, je suggère que les parties continuent par les voies légales. Je vous souhaite bonne chance. Antonio traîna Rosa dehors, qui pleurait inconsolablement. Diego me fixa une autre seconde. Il n'y avait plus de colère ni de supplication dans son regard, seulement un vide absolu et quelque chose qui semblait de la pitié pour moi ou pour lui. Puis il se retourna et partit. La porte se ferma. Le silence dans la salle était maintenant différent. Il n'était plus rempli de tension, mais d'un soulagement épuisant. Gabriela laissa échapper un long soupir et se cala dans sa chaise. Bon sang, Neyara, tu étais parfait. Tu lui as fait un vrai échec et mat. Maintenant ils sont morts de peur. Le tremblement que j'avais retenu pendant toute l'heure me parcourut soudain. Je frissonnais de manière incontrôlable. Mes mains claquaient. Il l'a vu. Son visage quand j'ai mentionné Barcelone. Je l'ai vu, et la médiatrice aussi. C'est enregistré. Pas avec des mots, mais ça reste. Gabriela posa une main ferme sur la mienne. Respire. Le pire est passé. Oh, non. Le pire est encore à venir, mais tu ne seras plus sur la défensive. Ils savent que tu sais tout. Maintenant ils devront décider s'ils se battent avec une vérité aussi pourrie ou s'ils se rendent. Nous quittâmes le centre. La lumière du jour grise et froide me frappa au visage comme une gifle. Je me sentis étrangement légère et en même temps terriblement vide. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je le sortis. Un message de Diego, aussi court qu'une épitaphe. Nous devons parler sérieusement. S'il te plaît. Je le montrai à Gabriela. Elle le lut et secoua la tête. Non, pas encore. Laisse-le coudre dans sa peur. Laisse-le se demander exactement combien tu sais et ce que tu prévois d'en faire. La peur est un meilleur négociateur que la pitié, mais s'il veut expliquer quelque chose? Le regret. Gabriela s'arrêta et me regarda durement. Neyara, écoute-moi. Ce qu'il a fait n'a pas d'explication valable. Et le regret maintenant n'est que la peur des conséquences. Ne lui donne pas ce soulagement. Pas encore. Son ton s'adoucit légèrement. Rentre chez toi. Repose-toi. Demain nous commençons à préparer la demande de divorce. Avec tout ce que nous avons. Ça va être un tremblement de terre. Elle me déposa à ma voiture. En conduisant vers chez moi, traversant les rues d'un Madrid qui continuait sa vie normale, achetant du pain, promenant des chiens, riant au téléphone, je réalisais quelque chose. Je ne ressentais plus de douleur pour Diego. L'amour, ce qu'il en restait, s'était transformé en quelque chose de plus proche du mépris. Et le mépris, au moins, était une émotion propre. Il ne te brisait pas de l'intérieur, il te protégeait. J'arrivais à mon appartement dans un silence qui devenait déjà familier et presque confortable. Il n'y avait pas de mensonge ici. Il n'y avait pas de secret, juste moi, et l'horrible vérité, mais elle était mienne. Le téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Diego. Cette fois plus long. Neyara, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite rien, mais ce qui s'est passé à Barcelone n'était pas juste du travail. C'était pour voir un spécialiste. Pour nous, pour nos efforts. Je le jure, ce n'était pas ce que tu penses. Nous pouvons réparer ça. Ne laisse pas ça nous détruire.
Dis-moi ce que tu sais. Dis-moi ce que tu veux. Je le ferai, s'il te plaît. Je le lus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pour nous. Ce n'était pas ce que tu penses. Les mêmes mots évasifs, le même déni, mais maintenant avec une nouvelle nuance de désespoir. Dis-moi ce que tu sais. Je souris. Un sourire sans joie. Enfin, après des mois à me sentir à la dérive, à être l'accusée, l'incomprise, la drama queen, enfin le pouvoir avait changé de main. Je ne répondis pas. J'éteignis mon téléphone. Pour la première fois depuis des semaines je m'allongeais sur le canapé, fermais les yeux et ne pleurais pas. Je respirais juste. La bataille de la médiation était terminée. J'avais gagné et la guerre, la vraie guerre, venait de commencer, mais pour la première fois je croyais pouvoir la gagner. Le calme après la médiation fut de courte durée, moins de 48 heures. Le mercredi matin, un coursier du tribunal me livra une nouvelle enveloppe, plus épaisse, plus officielle. C'était une demande de mesures provisoires urgentes déposée par Antonio Martinez au nom de sa femme Rosa. Gabriela vint chez moi à midi la bouche grande ouverte et les yeux brillants d'une fureur contenue et professionnelle. Ils ont joué leur carte. Une mauvaise mais désespérée. Elle étala les papiers sur ma table basse. Tu es accusé de harcèlement, de créer une situation angoissante qui met en danger la santé de Rosa et du fœtus, et d'avoir obtenu illégalement des documents privés. Il demande une ordonnance d'éloignement de 500 mètres de Rosa et de la maison familiale et que tu remettes tout document ou information obtenu par des moyens illicites. En gros, ils veulent que le juge t'oblige à rendre les photos. La peur, une peur froide et familière, m'agrippa. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer. C'est une tactique classique pour gagner du temps et te faire peur, mais c'est une erreur parce que maintenant nous avons l'occasion de présenter nos preuves obtenues illégalement à un juge dans le contexte de notre défense, et le juge devra les voir. Elle sourit d'un geste sans humour. C'est comme un voleur qui te dénonce pour avoir volé son butin. Attire l'attention sur ce que tu veux cacher. Que faisons-nous? Nous nous défendons et contre-attaquons, elle sortit son ordinateur portable. Nous préparons un document qui non seulement réfute chacune de leurs accusations, mais expose aussi, de manière voilée mais claire pour tout juge ayant un minimum de bon sens, la nature épineuse de toute cette affaire. Nous ferons référence à des comportements familiaux d'une complexité éthique extrême et à une possible violation de consentements légaux fondamentaux. Sans donner de détails, juste l'appât. Pour que le juge morde à l'hameçon. Pendant que nous travaillions, mon téléphone ne cessait de sonner. Numéro masqué. Un message. Tu es une sorcière. Laisse cette famille tranquille. Autre. Tu n'auras jamais d'enfant comme ça, misérable. Puis un appel de mon patron. Sa voix était gênée. Neyara, tout va bien. C'est parce qu'un certain Antonio Martinez a appelé ici en disant que tu étais une belle fille et que tu traversais une mauvaise passe avec des problèmes légaux, et que peut-être tu avais besoin de quelques jours de congé. Ça m'a semblé étrange. Je sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds. Il a appelé mon travail. C'était la guerre totale. Je n'ai pas besoin de jours de congé, Juan. C'est une affaire familiale compliquée. Mon ex-beau-père m'embête. Je suis vraiment désolé qu'il ait appelé. D'accord, dit-il, clairement mal à l'aise. Tant que ça n'affecte pas ta performance. Prends soin de toi, Neyara. Je raccrochai en tremblant de rage. Gabriela observa tout. Le harcèlement est mutuel, mais le leur est plus flagrant. Note tout. Chaque appel, chaque message vaut son pesant d'or. La semaine passa dans un état d'anxiété constante. Je ne sortais que pour l'essentiel, évitant les regards dans l'entrée. Je sentais que le monde de la famille Martinez, ce monde d'apparence et de connexion, se refermait sur moi comme un piège. La veille de l'audience pour les mesures provisoires, le colis anonyme arriva sans adresse d'expéditeur, seulement mon nom et adresse écrits à la main d'une écriture soignée. À l'intérieur, sur un lit de copeaux de polystyrène, une image d'échographie plus claire que la précédente. On voyait le profil, une petite main au dos avec un marqueur rouge comme du sang tu brûleras en enfer. Je faillis jeter l'échographie, mais en dessous, caché parmi les copeaux de bois, il y avait une petite enveloppe blanche. À l'intérieur, une page arrachée d'un cahier. 2 lignes tapées.
Le docteur Ignacio Silva de la clinique Barcia Mendoza a signé le rapport psychologique favorable. Il avait des doutes. Par lui. Discret. Il voit des patients tard le soir le jeudi dans son cabinet privé. Rue Velasquez 112B. Ne me contacte plus. Bonne chance. Il n'y avait pas de signature, seulement des initiales floues. Ah, mon cœur battit fort. C'était une porte très dangereuse. Gabriela avait été claire. Contacter le médecin était illégal, ça risquait une plainte pour coercition ou violation du secret professionnel, mais c'était aussi peut-être le seul moyen d'obtenir une déclaration, un témoignage qui soutiendrait nos documents volés. Gabriela vint cette nuit-là alarmée par le colis, elle lut la note en fronçant les sourcils. C'est une bombe à retardement, Neyara. Ça pourrait être n'importe qui, une infirmière repentante, une employée administrative. Ou ça pourrait être un piège tendu par Antonio pour te faire quelque chose de stupide et te faire dénoncer. Le docteur Silva ne te parlera pas, et s'il le fait, ce sera pour te mettre dehors. Mais la note dit qu'il avait des doutes, insistai-je, un espoir désespéré germant en moi. S'il pouvait voir ce qui se passait, s'il sentait que c'était mal, peut-être attend-il que quelqu'un lui donne l'occasion de faire ce qui est juste. Les médecins font ce qui est juste en signant des formulaires de consentement et en gardant le secret professionnel. Pas en parlant à la belle-fille rancunière. Soupir. Oublie ça. Nous avons l'audience demain. Concentre-toi là-dessus. Ce que nous avons est suffisant pour renverser leurs mesures et poser les bases d'un divorce avantageux. Ne prends pas de risques. Je hochai la tête. Mais quand elle partit, je fixai l'adresse sur la note. Rue Velasquez 112B. Seulement 20 minutes de chez moi. L'audience pour les mesures provisoires eut lieu tôt le matin dans un autre tribunal de première instance. Antonio était là avec un autre avocat plus ancien et agressif. Rosa et Diego n'étaient pas là. Je supposais que c'était une décision tactique pour paraître plus professionnel, moins émotionnel. Le juge, un jeune homme qui semblait déjà ennuyé à l'avance, écouta les arguments d'Antonio. Son avocat peignit un tableau dramatique, une belle fille déséquilibrée et jalouse qui harcelait une femme enceinte vulnérable, allant jusqu'à violer la vie privée familiale en volant des documents médicaux. Il parla du risque pour l'intégrité de l'enfant à naître. Puis ce fut le tour de Gabriela. Ce fut brillant. Elle démantela calmement le récit de harcèlement, montrant les messages de Diego demandant à parler, et les témoignages du médiateur qui reflétaient mes questions légitimes, pas mes cris. Et puis elle atteignit le cœur. Votre honneur, ce que ma cliente a découvert n'est pas le résultat d'une fouille malveillante, mais la vérification de faits qui affectent directement son mariage et ses biens. Des événements d'une gravité et d'une particularité tels qu'ils expliquent seuls son éloignement. Ma cliente s'est soudain retrouvée face à la réalité que son mari et ses beaux-parents s'étaient lancés dans un projet de reproduction assistée d'une complexité éthique illégale étonnante. Sans sa connaissance ni son consentement. Un projet qui a également été financé avec de l'argent qui pourrait être un bien matrimonial. Sa réaction n'est pas du harcèlement, c'est de l'autodéfense. Le juge, qui semblait s'être réveillé de son ennui, leva les yeux. Impliquez-vous quelque chose de spécifique, avocate ? Je n'implique rien, votre honneur, mais étant donné que l'autre partie a soulevé la question de la légalité de certains documents, ma cliente est prête à les présenter à votre honneur en privé afin que vous puissiez évaluer si le problème réside dans leur obtention ou dans leur contenu. Antonio pâlit visiblement. Son avocat se leva. Je proteste, votre honneur, c'est une tactique d'intimidation. Il n'y a pas de documents. Et s'il y en a, ils sont volés. Silence. Le juge regarda Gabriela avec intérêt. Quel genre de document ? Gabriela me regarda. C'était le moment. Je hochai presque imperceptiblement la tête. Elle fit une copie du dossier de base, mais montra seulement la couverture au juge. Avec des sentiments informés, votre honneur, d'un traitement de fécondation in vitro, où les parties impliquées sont la belle-mère de ma cliente, Rosa Martinez Lopez, et le donneur de matériel génétique, son propre fils, Diego Martinez Suarez, le mari de ma cliente. Signé et attesté par le père de celui-ci, le demandeur de ces mesures lui-même, Antonio Martinez Garcia. Le silence dans la salle fut absolu. Le juge laissa tomber son stylo. Le visage d'Antonio fut un masque d'horreur et de fureur. Son avocat eut l'air d'avoir vu un fantôme. Laissez-le voir, dit le juge d'une voix grave.
Gabriela s'approcha et lui tendit le dossier. Le juge lut. Elle tourna les pages lentement. Son expression devint de plus en plus sérieuse, incrédule. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, elle leva les yeux. « Monsieur Martinez, dit-elle, et son ton était glacial. C'est vrai. Antonio avala difficilement. Pendant une seconde il sembla qu'il allait nier, mais la preuve avec sa signature était là. Votre honneur, la procédure était légale avec tous les consentements nécessaires. Celui du conjoint du donneur, le juge coupa, pointant l'espace vide à côté de mon nom. Il n'était pas légalement requis pour un don intrafamilial de ce type. Antonio bégaya, perdant pour la première fois son sang-froid de faucon. Ne me parlez pas de technicité, dit le juge, fermant le dossier avec un claquement sec. Nous parlons de moralité, d'éthique et de bon sens. Elle se tourna vers nous. Les mesures provisoires demandées sont rejetées. Je ne vois aucune preuve de harcèlement de la part de Madame Martinez. Ce que je vois est un conflit familial d'une profondeur extraordinaire. Elle regarda Antonio avec mépris. Et je vous suggère, Monsieur Martinez, de chercher un arrangement avec votre belle-fille. Rapidement, parce que si ça va au tribunal du divorce avec ces documents sur la table, ça ne va pas vous plaire. Et à l'ordre des avocats non plus. La séance est levée. Nous quittâmes la salle comme dans un rêve. Antonio passa devant nous sans nous regarder, son visage un masque de haine pure. Son avocat suivit derrière, parlant d'une voix basse et urgente. Dans le couloir, Gabriela attrapa mon bras, ses doigts serrant fort. Nous l'avons fait. Tu l'as fait. Tu as présenté ça à un juge. Maintenant le système judiciaire sait. Antonio est fini. Il devra faire un accord. Et Diego? Demandai-je, sentant un étrange vide là où il y avait eu de la douleur. Diego est un dommage collatéral. Maintenant son père essaiera soit de le sauver soit de le sacrifier pour se sauver lui-même. Nous verrons. Nous nous dirigeâmes vers la sortie. Maintenant nous attendons leur offre et nous préparons notre demande. Avec ça nous exigerons la dissolution du régime économique, la moitié de tout, et une compensation pour dommages moraux. Ça te fera mal, mais ça lui fera plus mal. L'air libre me frappa fort. C'était une journée ensoleillée, ironiquement lumineuse. En marchant, mon téléphone vibra. Un message de Diego. Cette fois, pas comme une supplication. Tu as montré les papiers. Je sais. Tu as détruit ma famille. Ma mère est dévastée. J'espère que tu es contente. Je ne te pardonnerai jamais ça. Et crois-moi, Neyara, je te ferai payer d'une manière ou d'une autre. Je le lus à voix haute à Gabriela. Elle haussa les épaules. La rage des vaincus. Ne lui réponds pas. Bloque-le. Maintenant nous ne communiquons que par avocat. Mais en montant dans ma voiture, la note avec l'adresse du docteur Silva, encore dans ma poche, semblait brûler. Le juge avait vu les papiers, mais ce n'était que des papiers. Le témoignage d'un médecin, celui qui avait signé le rapport psychologique favorable malgré ses doutes, ce serait autre chose. Ça lui donnerait vie, ça humaniserait la monstruosité. Gabriela avait raison, c'était un énorme risque, illégal, ça pourrait peut-être ruiner tout ce que nous venions de gagner, mais ça pourrait aussi porter le coup final, celui qui assurerait que personne ne pourrait jamais me peindre comme la méchante de cette histoire. Celui qui transformerait ma vérité. Je regardai l'heure. 11 heures, un jeudi. Le docteur Ignacio Silva voyait des patients dans son cabinet privé les jeudis jusqu'à tard. Je ne démarrai pas le moteur. Je restai derrière le volant, le poids de la décision écrasant ma poitrine. J'avais gagné une bataille cruciale, mais la guerre continuait. Et pour y mettre fin, peut-être fallait-il arrêter d'être juste la victime avec des preuves. Peut-être fallait-il devenir complètement la chasseuse. Je pris une profonde inspiration une fois, 2 fois. Puis je démarrai la voiture. Je ne tournai pas vers ma maison. Je pris la direction de la rue Velasquez. Le cabinet du docteur Ignacio Silva sentait l'antiseptique et les vieux livres. Ce n'était pas la clinique luxueuse de Serrano, mais un modeste cabinet dans un immeuble ancien, mais bien entretenu. Je fus accueilli par le même homme, d'environ 60 ans, aux cheveux gris, lunettes, portant une blouse blanche sur une chemise et une cravate discrète. Ses yeux,
d'un bleu délavé mais intense, me scrutèrent avec un mélange de curiosité et de prudence quand je me présentai. Je suis Neyara Martinez. Oh, Maldonado, en fait je suis la femme de Diego Martinez. Ou je l'étais. Son expression durcit légèrement. Il ne sembla pas surpris. Je ne devrais pas vous parler, Madame Maldonado. Tout ce qui concerne mes patients est strictement confidentiel. Je sais. Et je ne suis pas venu ici pour vous demander de rompre le secret médical. Ma voix sonna plus confiante que je ne le ressentais. J'avais répété ça tout le long du chemin. Je suis venu vous donner une chance de corriger quelque chose dont je suis sûr que vous avez aussi senti que c'était mal. Il se cala dans sa chaise, croisant les mains sur le bureau. Il ne m'invita pas à m'asseoir. De quoi parlez-vous? Du rapport psychologique que vous avez signé pour Rosa Martinez Lopez, celui qui a permis le traitement FIV avec du matériel de son fils. Vous avez écrit, aucune contre-indication psychologique n'a été observée, mais je comprends que vous aviez des doutes. Ses yeux se plissèrent. C'était un homme intelligent et il comprit instantanément qu'il n'avait pas affaire à une femme désespérée, mais à quelqu'un qui avait des informations. Qui vous l'a dit? Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe c'est la vérité. Vous avez vu cette famille. Vous avez vu une femme de 45 ans obsédée par une grossesse qui était, soyons clairs, un substitut. Vous avez vu un fils sous pression et un père avocat qui arrangeait tout comme un contrat. Et pourtant vous avez signé. Pourquoi? Une ombre de malaise ou peut-être de remords traversa son visage. La procédure était légale. Les formulaires de consentement étaient en ordre. Mon travail était d'évaluer la capacité psychologique de la receveuse à faire face au traitement, pas de juger les dynamiques familiales. Mais vous êtes humain, docteur, et psychologue. Vous avez dû voir la distorsion, les dommages que cela causerait à la femme du donneur, par exemple. Je gardai mon regard ferme. Ils me traînent devant les tribunaux. Ils m'accusent d'être la déséquilibrée, celle qui détruit la famille. Et tout repose sur cette façade de normalité que votre rapport a aidé à construire. Il resta silencieux un moment, m'observant. Puis il soupira un soupir profond, fatigué. Oui, j'avais des doutes. Je les ai expliqués à Madame Martinez et à son mari. Je leur ai dit que la situation était inhabituellement complexe, et que je suggérais une thérapie familiale avant de procéder. Monsieur Martinez, l'avocat, a été très clair. Il m'a dit que soit je signais un rapport favorable basé uniquement sur la stabilité mentale de sa femme, soit il trouverait un autre professionnel qui le ferait et le traitement serait quand même effectué. Il fit une pause. Ce fut une défaite professionnelle, je l'admets. Je leur ai donné. Je pensais qu'au moins si je le faisais je pourrais inclure une recommandation de suivi, mais il a revu le rapport mot par mot. Il n'a laissé que l'essentiel. Je sentis une lueur de triomphe amère mais réelle. Je l'avais fait parler. Il ne le niait pas. Et mon consentement? Lui ont-ils demandé à mon sujet? Pas directement, mais quand j'ai parlé seul au fils de Diego avant qu'il ne signe, il semblait nerveux. Angoissé. Je lui ai demandé pour sa femme et comment elle gérait les échecs de ses traitements. Il m'a dit que tu étais forte, que tu surmonterais ça, et qu'à la fin cela rapprocherait la famille. Ces mots ne m'ont pas convaincu. Mais il était adulte. Il a signé. Docteur Silva. Il enleva ses lunettes et se frotta l'arête du nez. Que voulez-vous de moi, Madame Monk? Je ne vais pas témoigner sur ma carrière. Je ne veux pas que vous témoigniez, dis-je. Et c'était la vérité. Gabriella aurait une crise si elle savait, mais je suivis mon instinct. Je voulais juste l'entendre de lui pour savoir que je ne suis pas folle, que ce que je vois et ressens est réel. Et peut-être vous donner l'occasion de faire discrètement ce qui est juste. Si à un moment donné, dans une procédure légale quelconque, votre nom venait à être mentionné et qu'on vous demandait sous serment si vous aviez ou non des doutes, vous n'auriez qu'à dire la vérité, rien que la vérité clinique que vous m'avez déjà dite. Il me regarda avec compréhension. Je ne lui demandais pas de devenir un héros, juste d'arrêter d'être un complice silencieux. C'est une situation terrible, murmura-t-il. Presque pour lui-même. Pour tout le monde. Surtout pour cet enfant qui est sur le point de naître. Oui, dis-je, me levant. Merci pour votre temps, docteur. Quand je sortis, je ne me sentis pas euphorique.
Juste un soulagement profond et triste. J'avais la confirmation d'un témoin impartial. Je ne l'utiliserais pas, mais je savais qu'elle existait. C'était un fil de plus dans la toile qui se tissait. L'offre d'Antonio arriva 2 jours plus tard par l'intermédiaire de son avocat. C'était une ère de reddition inconditionnelle. Il retirait toute revendication, acceptait le divorce par consentement mutuel, me donnait la moitié de la valeur de l'appartement à un prix généreux et une somme forfaitaire en échange de la destruction de toutes les copies des documents et d'un accord de confidentialité perpétuelle. La proposition indiquait que c'était pour protéger le mineur. Gabriela était extatique. C'est mieux que je ne l'espérais. Signe, encaisse, et oublie ce cauchemar. Mais je lus entre les lignes. Protéger l'enfant signifiait cacher la vérité. Ça signifiait que je porterais pour toujours le stigmate de la belle-fille cruelle qui avait abandonné sa famille dans leur moment le plus difficile, pendant qu'ils continuaient avec leur mascarade. Et Diego. Diego serait vu comme un pauvre homme piégé entre 2 femmes, pas comme ce qu'il était. Je ne dis rien. Gabriela cligna des yeux. Excuse-moi, je ne signerai pas, je n'accepterai pas le silence. Je vais au tribunal. Tu es folle? Cria-t-elle, perdant son sang-froid pour la première fois. C'est une offre incroyable. Un procès est l'enfer. C'est cher, c'est imprévisible. Et même si nous gagnons, tu n'obtiendras pas beaucoup plus et tout sera révélé. Neyara, ta vie sera un cirque. Elle l'est déjà, dis-je calmement. Mais si je reste silencieuse, ce sera leur cirque avec leur version. J'ai besoin que la vérité soit connue. Pas tout, pas les détails sordides pour les curieux morbides, mais l'essence, qu'ils ont fait quelque chose de si hors norme que même un juge le verrait. J'ai besoin que cette sentence soit sur papier pour pouvoir me regarder dans le miroir. Gabriela m'étudia pendant une longue minute. Puis un lent sourire presque admiratif apparut sur ses lèvres. Bon sang, Neyara, tu as du cran. Eh bien, prépare-toi. Ça va être le divorce le plus scandaleux que ce tribunal ait jamais vu. Le jour du procès, la petite salle d'audience était pleine. Antonio avait réussi à ce qu'il soit tenu à huis clos pour la protection du mineur, mais l'atmosphère était oppressante. Il y avait les 3, Antonio, pâle et usé, Rosa, énorme à son 8e mois, avec un regard perdu et humide, et Diego, assis loin d'eux, comme un étranger, ne regardant personne. En face de moi il y avait Gabriela et moi. La juge était une femme plus âgée, au visage sérieux et à l'expression fatiguée. L'audience fut une déconstruction méthodique et brutale d'un mariage. Antonio, sur la défensive, essaya de peindre tout comme un drame maternel mal compris. Son avocat parla d'amour familial et de solutions extraordinaires à des douleurs extraordinaires. Mais quand Gabriela présenta les documents, l'atmosphère devint jalouse. La juge les examina avec la même expression de dégoût incrédule que le juge des mesures provisoires. Elle appela Diego à témoigner. Sous serment. Leur histoire s'effondra. Il admit avoir congelé le sperme sans me rien dire. Il admit avoir signé le formulaire de consentement. Il admit avoir payé. Mais quand Gabriela lui demanda de sa voix la plus douce, la plus mortelle, Monsieur Martinez, quand vous avez signé pour que votre mère ait un enfant avec votre matériel génétique, qu'avez-vous pensé que cet enfant serait pour vous? Votre fils, votre frère? Diego s'effondra. Il éclata en larmes, incapable de répondre. Je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé. Je voulais juste que maman soit heureuse. Ce fut tout ce qu'il put dire. Ce fut un spectacle dantesque. Rosa pleurait silencieusement. Antonio fixait la table, vaincu. Puis ils m'appelèrent. Je racontai mon histoire sans colère, sans larmes théâtrales, juste les faits, les tentatives d'être mère, les pertes, la découverte, la douleur. Je parlais de trahison, non comme un drame, mais comme une rupture de la confiance la plus basique. Et puis ce fut le tour de l'avocat d'Antonio de poser des questions. Il essaya de m'attaquer, de me dépeindre comme froide et calculatrice. Vous n'avez jamais pensé au bébé, madame, un être innocent. Ce fut sa dernière question, et c'était celle que j'attendais. Je me levai. Toute la salle retint son souffle. Même la juge me regarda attentivement. Je ne regardais pas l'avocat. Je regardais directement la juge et puis très brièvement Diego et ses parents. Ma voix claire et calme remplit le silence mortel.
Oui, j'ai pensé au bébé, c'est pourquoi je refuse d'être complice de cette farce et je refuse de payer une pension alimentaire parce que, selon l'article 175 du Code civil, l'obligation de nourrir l'enfant conçu par sa mère par fécondation artificielle avec du matériel génétique de son propre fils. Mon mari revient en premier lieu à son père biologique. Et étant donné que Diego Martinez est à la fois le frère et le père biologique de cet enfant, nous sommes face à un cas d'inceste technologique qui transforme toute cette procédure en une absurdité grotesque et une moquerie de l'institution familiale même qu'ils prétendent défendre. Le silence qui suivit ne fut pas du silence, c'était un vide, un trou dans le son du monde. Je vis le visage de la juge se figer, pétrifié. Je vis Antonio laisser tomber sa tête dans ses mains. Je vis Rosa laisser échapper un cri étouffé, un son animal de terreur et de déni. Et je vis Diego. Je le vis devenir gris-cendre, les yeux exorbités, remplis d'une horreur si absolue que son corps ne put le supporter. Il se leva en titubant, essaya de dire quelque chose, puis ses yeux roulèrent en arrière et il s'effondra au sol avec un bruit sourd. Le chaos éclata. La juge frappa son marteau, exigeant l'ordre. Un huissier s'approcha de Diego. Rosa hurlait. Antonio criait pour un médecin. Au milieu de l'agitation, Gabriela attrapa mon bras, ses doigts comme des pinces. Ses yeux brillaient de quelque chose qui n'était pas du triomphe, mais de l'émerveillement. « Mon Dieu, Neyara, murmura-t-elle. Tu l'as fait. Tu as tout ruiné. » Et c'était vrai. Non seulement j'avais gagné, j'avais tout balayé, avec leurs mensonges, leurs justifications, leur monde parfait d'apparence. J'avais dit le mot que personne n'osait dire, l'inceste. Et en le faisant, j'avais brisé quelque chose qui ne pourrait jamais être remis en place. L'audience fut suspendue. Ils emportèrent Diego inconscient sur une civière. Nous sortîmes par une autre porte, escortés, pendant que les cris de la famille Martinez résonnaient encore dans la salle. Dehors, les journalistes, alertés par je ne sais quel bruit qu'ils attendaient. Gabriela me couvrit de son manteau et nous nous frayâmes un chemin jusqu'à un taxi. Je ne dis pas un mot. Sur la banquette arrière, regardant à travers la vitre, je vis Madrid continuer son cours indifférent. Mais je n'étais plus la même. J'avais lâché la bombe et maintenant je devais vivre dans le paysage radioactif qui restait. La sentence arriva un mois plus tard. Le divorce fut accordé. Je reçus la moitié des biens plus une compensation pour dommages moraux. La demande de nourriture fut rejetée purement et simplement. Dans son jugement, la juge fit une référence voilée mais claire à la conduite gravement répréhensible et à la situation extraordinaire créée par la famille Martinez, qui exemptait la défenderesse de toute obligation. Ce fut une victoire complète légalement, mais les vraies sentences furent rendues dans d'autres domaines. Antonio fut sanctionné par l'ordre des avocats pour son rôle dans l'affaire. Sa réputation fut détruite. Rosa donna naissance à un garçon, mais les rumeurs étaient déjà hors de contrôle. La pression fut si intense que, comme je l'appris d'un article de presse des mois plus tard, le bébé fut discrètement donné en adoption. La famille Martinez se désintégra. La maison fut vendue, et ils perdirent de vue les uns les autres. Je déménageai à Séville. J'ouvris un petit cabinet d'avocats avec Gabriela, qui décida que le Sud avait besoin de son talent pour les cas compliqués. Je me spécialisais en droit de la famille avec un accent sur la protection des femmes dans des situations d'abus émotionnels et économiques. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée, mais c'était une vie, ma vie. Un après-midi, 1 an plus tard, je reçus une lettre sans adresse d'expéditeur. Les lettres étaient celles de Diego. Courte. Neyara, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi. J'écris juste pour te dire que l'enfant va bien avec une famille aimante. C'est le mieux. Mes parents ne se parlent plus. Mon père est malade. Je suis seul et vide. Tu as gagné. Tu avais raison, mais parfois la nuit je me demande si cette vérité valait le prix de tout ce que tu as détruit, y compris toi-même. J'espère que tu es heureuse, ou au moins que tu as trouvé la paix, Diego. Je le lus une fois, puis j'allai à la petite cheminée de mon nouvel appartement dans le quartier de Santa Cruz. J'allumai une allumette. La flamme dansa un moment, jaune et vivante, avant de mordre le papier. Je la tins sur le rebord en pierre, regardant les mots se recroqueviller, se carboniser et se transformer en cendres. Tu as gagné, n'est-ce pas, tu as détruit, paix. Quand il ne resta qu'un fragment noir et méconnaissable, je le laissai tomber. Les particules flottèrent un instant dans l'air,
comme de la poussière d'étoiles sombres avant de disparaître. J'allai à la fenêtre. Dehors, Séville brûlait sous le soleil de l'après-midi. L'odeur du Sahara et de la terre chaude entrait par la grille. Ce n'était pas la paix, pas encore. Mais c'était le silence, un silence qui lui était propre, non imposé, un silence après la tempête. Et ça suffit pour l'instant.